Bonjour, on va commencer gentiment. Alors j'ai les honneurs. Est-ce que tu me dis, Xavier, quand je commence? Bonjour, mon nom est Sarah Bagdasarians. Je travaille à la réalisation d'événements culturels pour le Consulat général de Suisse à Montréal. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue ici au sein du Consulat pour cette table ronde intitulée « Les arts numériques et la musique, perspective des deux côtés de l'Atlantique » et qui réunit Philippe Spicer, Thomas Köppel et Myriam Boucher et qui sera animée par Jeffrey Stonehouse. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi, cher public, d'être là de l'autre côté de la caméra. Je remercie Christine Curnillon et toute son équipe pour la grandiose organisation de cette semaine riche en événements croisés. Et maintenant, je passe la parole à Giancarlo Paduano-Heller, consul et chef des affaires culturelles. Merci. Merci Sarah. Bonjour à tout le monde. Je voudrais ajouter au remerciement de Sarah mes remerciements et vous donner une chaleureuse bienvenue à vous toutes et tous ici dans cette maison qui appartient à la Confédération helvétique depuis les années 40. Le consulat de Suisse à Montréal, il est là depuis bien plus longtemps, depuis 1875. On est ici à Montréal. La Suisse a décidé de faire d'ouvrir sa première représentation au Canada, ici à Montréal, un témoignage du fait que Montréal a toujours été une porte, et est toujours une porte pour les Européens qui viennent au Canada. À propos d'Europe, je tiens à remercier les représentants qui sont ici, mais qui n'ont pas pu venir aussi du groupe unique des institutions culturelles de l'Europe, de l'Union européenne, qui sont ici à Montréal et qui nous invitent toujours à des merveilleux projets comme celui de cette semaine, Résonance croisée. Nous, en tant que Suisse, nous ne sommes pas de l'Union européenne, c'est pour ça que nous sommes encore plus contents d'être avec les pays limitrophes. En plus, c'est les pays vraiment du noyau, on pourrait appeler le noyau alpin, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, et aussi, en tant que Suisse, nous représentons aussi la principauté du Liechtenstein, donc c'est vraiment le noyau alpin der alpine Kern, il nocciolo alpino. Merci donc à vous tous. Je voudrais juste ajouter que j'espère que cette rencontre, cette table ronde, puisse encore plus nous aider à accroître les liens et les échanges que nous avons entre nous, Européens, mais aussi entre les pays européens et le Québec. Voilà, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Christine Curnillon, directrice générale du Vivier. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Consul, merci beaucoup de nous accueillir, merci Sarah aussi pour cette belle collaboration. C'est un immense plaisir, cher public, d'être là, merci d'être chers invités. C'est une grande joie aujourd'hui, je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation, car les rencontres autour de l'art se sont faites un petit peu rares ces dernières années. Alors on est vraiment très heureux d'être là. Et puis c'est un immense privilège pour le Vivier d'avoir la confiance aussi des partenaires de l'ONIC et de la Suisse. Pour la mise en place de cet événement. On est très heureux pour les artistes qui sont présentés et ceux qui se rencontrent aussi. Toute cette résonance croisée qui aura lieu grâce à cet événement. Puis donc depuis le début du projet, en fait, le cluster voulait vraiment des rencontres en présentiel. Alors l'événement a été reporté maintes fois. Je voudrais rendre hommage en fait à ceux aussi qui étaient là au début, donc Gaëtan Pellan, Katia Mergel et Emmanuel Dizer, qui ont travaillé fort aussi au démarrage et qui ont voulu cette rencontre en présentiel sur le territoire. Donc je vais remercier ainsi aussi ceux qui, dont Philippe Spicer, Thomas Köppel et Myriam Boucher, qui se sont joints à nous et d'avoir accepté de partager leur réflexion ce matin. Une réflexion qui va être menée avec brio et élégance, c'est certain, par notre directeur artistique, Jeffrey Stonehouse, à qui je vais céder la parole. Jeffrey. Merci Christine, merci de l'accueil ici. Recule, Xavier. Il a raison. Est-ce que tout le monde me voit? Bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on
qu'on vous invite en fait aujourd'hui à réfléchir un petit peu avec nous sur les enjeux en lien avec les arts numériques. Et je dirais avec la pandémie, ça c'est ma petite préambule, mais avec la pandémie, ici au Canada en tout cas, on a senti une énorme accélération par rapport à l'utilisation du numérique. Et je pense que ça nécessite une certaine réflexion maintenant. Et aussi une comparaison, parce qu'on a la chance cette semaine avec Résonance Croisée d'avoir des invités un petit peu de partout en Europe. Et j'ai très hâte d'entendre vos perspectives. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter Myriam Boucher, Thomas Koppel et Philippe Spisser à me joindre. Oui, vous pouvez enlever vos masques. Donc, merci d'être avec nous, premièrement. Merci. Merci pour l'invitation. Et félicitations pour le concert de hier soir aussi, Philippe et Thomas. J'aimerais commencer, au lieu de simplement lire vos biographies, j'aimerais ça vous entendre un peu parler de votre pratique. Je sais que pour certains, votre parcours jusqu'aux arts numériques a peut-être pas été un parcours direct, que vous avez commencé ailleurs. Et j'aimerais ça vous entendre parler de votre parcours artistique du début et qu'est-ce qui vous a mené en fait à intégrer les arts numériques dans vos pratiques. Thomas, peut-être qu'on pourrait commencer avec vous? Oui. En fait, je ne sais pas vraiment quand ça a commencé. Je pense que déjà, à un âge très très jeune, j'ai commencé à jouer avec des groupes, mais je ne jouais pas un instrument, mais je faisais des vidéos et ce qu'on appelait à l'époque du VJing, qui était très à la mode, et moi, jeune, je trouvais ça trop cool, du coup, je me suis lancé dans cette affaire-là. Et en fait, j'ai fait une formation de dessinateur en bâtiment, et quand je suis arrivé à Genève, j'habitais dans une colocation avec des gens qui faisaient les beaux-arts, et c'est comme ça que je suis glissé dans ce truc. Ce truc. Ouais. J'ai après, ensuite, aux Beaux-Arts, tous mes profs, ils m'ont dit, après la première année, tout le monde m'a dit, tu dois aller en arts médias, c'est fait pour toi, il faut aller là-bas. Et quand j'ai visité tous les profs, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant en art-action. Mm-hmm. Du coup, je suis allé en art-action et j'ai commencé à plutôt faire de la performance, en fait. Et ce qui est encore ma pratique principale, ou disons, dans le sens large, le théâtre et la performance, mais en tout cas des événements avec un rapport scénique que je pratique principalement. Et à l'intérieur de Flashback, je fais aussi, je ne sais pas si on appelle ça de l'art numérique, mais en tout cas de la programmation, du développement et de la vidéo, ce qui est normalement pas mon médium. Oui, mais la présence de la technologie dans cette production-là, elle est quand même très, très, très forte. Ouais. Donc, ça serait intéressant, Philippe, aussi d'entendre un petit peu de votre côté. Donc moi, je suis percussionniste, j'ai eu un parcours au début plutôt classique. J'étais au Conservatoire de Strasbourg, donc j'ai suivi des études assez classiques, où j'ai étudié également le piano. Et après mes études, j'étais vraiment moi intéressé par tout ce qui était création, musique contemporaine, travail avec des compositeurs actuels, échanger avec des compositeurs de toutes les nationalités. Enfin voilà, donc j'étais plutôt attiré par ce type de programme. Et tout naturellement, les jeunes compositeurs écrivent aussi de la pièce des musiques mixtes, c'est-à-dire ils rajoutent de l'électronique sur les instruments, donc soit par accompagnement, soit avec des patchs qui réagissent à un instrument. Et donc, tout à fait naturellement, j'ai commencé à créer des pièces aussi avec électronique. Et maintenant, ça fait 13 ans que j'enseigne à la Haute École de Musique de Genève, qui fait partie des hautes écoles supérieures de Suisse occidentale, dont fait partie également la HED, la Haute École d'Art et Design, l'EPIA, qui est une école d'ingénieurs à Genève. Donc là, pareil, on fait beaucoup de projets croisés avec des étudiants de la HED. Ce qui est vraiment intéressant à Genève, c'est que les professeurs qui enseignent dans des HESSO ont la possibilité de proposer des projets de recherche. Donc en 2015, j'ai proposé un projet de recherche avec Alexander
vert, puisque j'étais à l'époque aussi à Perpignan et il a un ensemble qui s'appelle Flashback et une structure où ils font des projets de recherche aussi. Et on a eu l'idée justement de développer un projet autour de la captation gestuelle du percussionniste, puisque étant percussionniste, on bouge dans l'espace, on utilise en fait les mains, on se déplace et on s'est dit pourquoi pas faire un projet de recherche, analyser ces gestes et peut-être en faire un spectacle. Et donc tout naturellement on a proposé un projet de recherche-création. Et on a donc proposé une équipe, donc on a contacté Thomas, également José Miguel Fernandez, pour en fait créer une équipe autour de la captation gestuelle, mais aussi avec des compositeurs. Donc très rapidement, on a mis en place un système de recherche-création avec des performances sur scène. Voilà, donc je me rappelle, on a créé la première performance en 2016, début 2016, on venait de commencer 3 mois avant, on est allé au campus Biotech, justement à Genève, et on a proposé, dans un cadre fait musique, science, on a proposé ça, et puis petit à petit, c'est un work in progress, on a développé des choses. Vous avez déjà plusieurs productions en fait? Alors on a plusieurs productions, alors on a donc Sculpt qu'on a présenté hier soir, mais on a aussi un autre projet où on prend des instruments physiques, donc existants, et on adjoint l'électronique, ce qui donne des instruments augmentés. Et donc on a une pièce qui s'appelle Crossing Points, composée par Alexander et José Miguel, où on a une projection derrière moi, mais aussi au sol, ce qui donne une vision en 3 dimensions, en fait, de la vidéo. Et donc je joue sur des tomes, et puis on a une autre pièce aussi de Pierre Jodlowski, qui s'appelle Mad Max, qui est une pièce un peu onirique sur le super-héros, Mad Max. Et voilà, où je joue également avec des capteurs, où je suis en motard. Enfin, voilà, donc généralement le public, ce sont des concerts immersifs. Et voilà, le public, il entend en fait les sons qui sont tout autour de lui. Il y a une performance d'un performeur, il y a de la musique électronique, il y a de l'image. Donc voilà, on veut en fait changer un peu les formats des concerts traditionnels. Super. On parle d'immersion, je trouve que c'est un point parfait pour Myriam t'intégrer aussi dans la discussion. Peux-tu nous parler un petit peu de ta pratique à toi? Oui, bien sûr. Bon, j'ai un parcours, j'ai commencé comme musicienne aussi, piano en autodidacte. Je me suis vite intéressée au synthétiseur, très jeune. Alors j'ai incorporé des groupes de musique rock expérimental, instrumental. Rapidement, on travaillait souvent avec des artistes vidéo qui faisaient de la vidéo pendant nos shows. Puis j'étais comme, c'est vraiment le fun, j'aimerais ça en faire. Alors j'ai commencé à faire de la vidéo et ça m'a amené, c'est vraiment la vidéo, puis aussi, j'ai arrêté de faire du rock, post-rock pour aller de plus en plus dans l'expérimental, puis la musique électronique, électroacoustique, contemporaine, tout ça. Mais toujours avec de la vidéo. Fait que ça m'a amené vraiment à travailler après avec des médiums hyper variés, parce que la vidéo sur scène, c'est toujours un écran de projection en arrière des artistes qui vont jouer. Fait que j'étais un peu comme, il me semble qu'il y a d'autres choses à faire. Ça m'a amené à faire des créations audiovisuelles pour Dôme, pour réalité virtuelle, de la multiprojection pour des espaces plus in situ, travailler aussi avec des artistes, repenser la scénographie, repenser la scène avec différentes technologies justement, parce que tu dis, comment qu'on peut faire ça? Les arts, les outils numériques nous aident à réaliser tous nos envies les plus folles. Fait que c'est surtout ça qui m'a amené vers l'art numérique, parce que je suis pas nécessairement, je n'étais pas attirée vers ces outils-là, mais j'en ai besoin pour m'exprimer, fait que je les utilise. C'est intéressant, donc on pourrait dire en fait dans vos 3 cas que c'est pas un parcours puriste là, qui vous a mené à la pratique où vous vous situez présentement. On parle ici de technologie aussi dans les pratiques. Je serais intéressé quand même de faire un retour sur votre production de hier soir, Philippe et avec Flashback, par rapport à la technologie qui est utilisée, comment ça fonctionnait. On a bien compris en voyant le spectacle qu'effectivement la gestuelle est quelque chose d'hyper importante dans le processus. Comment ça marchait?
Alors, il y a 2 systèmes de captation. Déjà, c'est intéressant. Il y a une captation donc, par infrarouge, par une caméra Kinect, qui prend la position en 3 dimensions. Donc, si j'avance, je recule. Et puis, en plus, j'ai des gants avec des inclinomètres, des accéléromètres, avec lesquels je peux contrôler. Ce sont des contrôleurs, en fait. Je peux contrôler les sons vers le grave, vers l'aigu. Voilà, je peux faire défiler une phrase devant moi. Je peux donner des coups, donc on ressent en fait des coups. Donc j'imagine donner des impacts sur des instruments. Voilà. D'ailleurs, au début du projet de recherche, on a justement analysé tous ces coups, toutes ces possibilités-là. Donc tout ce qui était possible de faire. Donc voilà, donc j'ai plusieurs choses. Donc quand vous voyez avec les mains, je peux déclencher des sons. Donc souvent avec l'intensité, cela déclenche aussi de la lumière. Donc on peut aussi déclencher de la lumière, voilà, parce qu'en fait les data, les informations qui sortent des gants vont dans... Thomas il pourra vous expliquer, mais Thomas les utilise pour en faire de l'image et José Miguel les utilise pour en faire du son. Voilà. Et en fait, tout ça se fait en temps réel. Ça, c'est très important de le dire, parce que beaucoup de projets multimédia, je pense 99% des projets sont avec des clics, tout est programmé, placé à l'avance pour que cela fonctionne à 100%. Nous, on prend le risque que cela ne fonctionne pas à 100%. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours des problèmes de est-ce que ça va bien capter, est-ce que voilà, parce que c'est tout en temps réel. C'est-à-dire si je ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Voilà, vous voyez. Donc on garde l'adrénaline du live. Exactement. Et donc cette adrénaline, moi qui ai souvent des instruments autour de moi, ça a été très étrange à gérer ça, parce que j'avais rien, c'était une scène vide. Et j'avais beaucoup de mal à imaginer que le public allait être convaincu ou conquis par ce que j'allais faire sans instrument. Je me sentais non légitime au début. C'était très difficile au début. Un musicien sans son instrument. Exactement, parce que depuis tout petit, on travaille un instrument, on travaille à contrôler le son. Et là, on contrôle le son, mais on n'est pas les seuls acteurs. Si vous prenez un tambour, vous jouez. Tant que vous ne jouez pas, il n'y a pas de son, mais personne ne peut rien faire. C'est vous qui agissez. Là, en fait, c'est tout un travail d'équipe. Ça, c'est aussi intéressant. C'est de se remettre, en fait, donner aussi le pouvoir à d'autres de contrôler. Et donc, l'interaction, Thomas, dans tout ça, c'est quoi votre rôle? En fait, c'est marrant d'entendre quelqu'un parler qui est l'utilisateur de l'outil qu'on a développé, comment lui il perçoit les choses. Bien sûr, c'est tout juste ce qu'il a dit. Moi, j'aurais expliqué ça beaucoup plus techniquement et probablement moins compréhensible et pas très pertinent à écouter. Mais oui, en fait, on a pendant un moment réfléchi à le dispositif de captation de mouvement. Et entre-temps, il est aussi, je dirais, on a commencé à travailler en 2015. Maintenant, c'est déjà une technologie qui est dépassée par toutes les nouvelles arrivées, c'est un marché très très rapide et le développement. Maintenant, on pourrait avoir des trucs avec moins de latence, plus de pixels, il y a aussi toujours ces notions-là. À cette époque-là, c'était vraiment... on pensait qu'il faut trouver un moyen pour avoir, déjà que ça soit accessible et que ce ne soit pas un dispositif qui coûte super cher techniquement, mais qu'on puisse quand même avoir une qualité déjà de mouvement de l'image et aussi par rapport à la latence, ça c'est toujours le grand sujet. Et je pense qu'avec la Kinect justement qui donne des positions absolues, et les gants qui donnent plutôt une image de la qualité du mouvement, mais qui est relatif, qu'on ne peut pas situer dans un espace. Il nous semblait combiner les deux, c'est le match parfait, parce qu'on a le détail du mouvement, et on sait où ça s'est situé. Puis du coup, c'est comme ça qu'on travaille dans toute la pièce. Et c'est un flux de données, où après, José Miguel et moi, on utilise les mêmes flux pour faire différentes choses. Et selon la partie de la pièce ou sur quoi on veut mettre les accents ou comment on veut faire travailler la matière sonore ou visuelle, on choisit différents flux et on les utilise à différents endroits dans notre système. On pourrait dire que c'est comme une matrix de routing presque où
il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Et ce qu'on fait, c'est faire un routing, qu'est-ce qui va où et qu'est-ce que ça va générer. Et derrière, il y a, je pense que pour José Miguel, c'est pareil, des moteurs sonores et des moteurs visuels qui sont des choses qui sont plutôt de l'ordre de la définition d'un cadre, comment ça peut évoluer. Et ces données qu'on fait passer à l'intérieur de ça, ils vont juste faire agir les choses à l'intérieur de ce cadre, disons. C'est un peu abstrait à dire comme ça, mais si on prend une générateur de fluide, par exemple, on peut piloter beaucoup de paramètres, comment ce fluide il va réagir par rapport au mouvement qu'il fait Philippe dedans. Et c'est ces choses-là qui, après, on essaye d'avoir une écriture comme une séquence qui est bien sûr où il y a deux performeurs qui est au milieu de tout ça qui le fait avancer. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que des fois c'est aussi, on est en répétition et je dis mais il joue trop vite là parce qu'il y a aussi... Ah, pour que ça n'a pas le temps de réagir en fait de ton côté. Oui. Je trouve que pour moi visuellement le rythme il est faux. Après je me dis ok non mais on répète en fait il faut qu'on fasse vite un filage au concert ce sera différemment. Mais c'est aussi l'écriture, je pense que c'est vraiment très très différent. Si on fait une écriture sonore et une écriture visuelle l'une à côté de l'autre pour créer une pièce ensemble, la première fois qu'on a mis les choses ensemble, on s'est dit il faut épurer là, il faut épurer. En fait, l'écriture change complètement si on met les deux chants ensemble et les temporalités deviennent complètement différentes. Du coup, c'est vraiment un travail d'équipe, comme tu disais, à tous les niveaux en fait. Myriam, je te vois donner signe de la tête par rapport à cet aspect quoi, de l'aspect d'épurer, quand on met ces deux aspects-là ensemble. Ah oui, ben tu parles d'écriture, c'est le fun, c'est rare, j'entends, en tout cas ici, des gens qui font de l'audiovisuel parler d'écriture audiovisuelle, j'aime beaucoup ça. Oui, dès qu'il y a du visuel, justement, la temporalité n'est pas la même. Il y a un échange qui peut se créer entre les visuels, qui se crée entre les visuels, la musique, un dialogue. C'est complètement autre chose, finalement. Tu peux faire une musique qui se tient, dès que tu mets le visuel avec, tout d'un coup, c'est autre chose. Ça ne va pas nécessairement se tenir. Fait qu'il faut composer vraiment avec tous ces paramètres-là ensemble pour l'audiovisuel, mais en plus, si tu as quelqu'un sur scène qui fait de la performance, tu as un troisième paramètre. Oui, à gérer. Plus, en fait, oui. C'est une écriture qui devient très, très complexe avec beaucoup de choses à gérer, beaucoup de mapping, là, ce que tu parlais, d'affecter des paramètres, un autre paramètre en plus. C'est un monde de possibilités quand même assez élevé, mais justement, souvent, on va avoir tendance à trop en mettre. Parce que bon, tu travailles le visuel, tu veux faire plein de choses, tu travailles la perf pour faire plein de choses, tu travailles le son. Puis quand tu mets tout ça ensemble, tu dis OK, il faut l'enlever parce que ça devient incompréhensible. Ouais. Trop, c'est comme pas assez. Oui, oui. Donc, je pense qu'on vient de vivre quand même une période qui est pour tout artiste assez particulière, nos 2 dernières années. Je sais d'une perspective canadienne, québécoise, que ici, en fait, on a vraiment vu que ça a accéléré, en fait, notre utilisation des technologies, du numérique, et non seulement ça, aussi l'importance que nos subventionneurs et nos gouvernements accordaient à ces enjeux-là. Est-ce que ça a été la même chose en Europe? Avez-vous eu un petit peu la même expérience par rapport à ce genre de rush vers le numérique? Oui, juste déjà dans la manière d'enseigner durant cette pandémie. Bien sûr, on a eu plein de mises en place de Teams, de Zoom, des réunions. La HEN de Genève a aussi développé une nouvelle black box qui peut être du e-learning, donc avec des caméras partout, des micros pour permettre d'enseigner à distance. Donc voilà, donc ça s'est mis en place durant la pandémie. Ils en ont parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que durant la pandémie, ils ont eu tous les moyens nécessaires pour le faire.
Donc voilà, par exemple Genève est aussi en collaboration avec, je pense, il y a Tokyo, Gaidai, et donc il y a des étudiants que l'on peut voir à travers cette black box e-learning. Alors c'est très intéressant pour communiquer des choses, mais pour ressentir certaines choses, pour nous musiciens, alors c'est très, disons que c'est un peu schizophrénique parce qu'on est dans un monde virtuel, on travaille avec des choses virtuelles, mais on plébiscite aussi le contact instrumental. Vous voyez. Alors, dans la recherche, je sais qu'il y a maintenant des gants apitonomiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de la force, c'est-à-dire que de la résistance. Et donc, quand vous faites un coup, ben, vous allez ressentir une pression. Et donc, c'est comme si vous sentiez en fait un impact sur un mur. Donc là aussi, on peut se dire, tiens, c'est étrange parce que en fait, le virtuel va aussi donner des choses plus concrètes. Donc pourquoi partir du concret pour aller au virtuel, pour retrouver la chose concrète. Mais c'est intéressant parce que du coup, on a deux visions, mais qui se rapprochent finalement. Parce qu'on veut plus de contrôle et de ressenti. Donc quand le virtuel met du ressenti pour les performeurs, je trouve que c'est une vraie avancée. Je pense que c'est vers là on va se tourner. Pareil pour les Google Glass, où on voit en fait des univers qui viennent du gaming, où on peut se promener dans des univers et déclencher des choses. Il y a des projets que l'on a dans le futur où on va aussi développer ça. Mais c'est sûr que vous voyez bien, même les joysticks, donc il y a 40 ans, c'était juste un joystick. Maintenant, ce sont des manettes qui tremblent en même temps pour ressentir. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais Thomas, au tout début, tu l'as évoqué juste un petit peu par rapport à ce besoin de courir après la technologie au niveau de la création et que durant le processus, ce genre de renouvellement des outils qu'on utilise en fait pour créer change. Comme artiste, comment vous vivez ça? C'est drôle que tu demandes ça parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a... En fait, je ne peux pas vraiment répondre à la question parce que ce que ça fait chez moi, dans les premiers impacts de Covid en Europe, c'est je me suis déconnecté, mais total. Ah ouais. Et je me suis dit, ok, c'est un moment à vivre comme ça. Et c'est vrai que ça a vraiment impacté ma pratique, mais dans un sens où j'ai commencé à m'intéresser à la mycologie. Mon prochain travail que je faisais, c'était une sculpture de champignons à Genève, dans une biennale. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là, mais moi, j'ai pas envie de me faire traverser par ça. En fait, j'essaye... je suis intéressé... Je crois que moi, ce qui m'attire avec la technologie, c'est vraiment l'architecte, ou l'architecture derrière, ou réfléchir. Pour moi, faire du code, c'est presque un acte créatif. Mais je n'ai pas besoin d'avoir le matériel du dernier cri pour répondre à tous les besoins de ces trucs. Et les espaces virtuels, je pense que c'est bien intéressant et il y a sûrement un potentiel aussi au niveau artistique, mais je crois que ce n'est pas le mien. Moi, je cherche vraiment à trouver ailleurs et différent et je pense que ça fait développer pas mal de choses. Bien sûr, la situation des 2 dernières années dans le milieu artistique, mais aussi ce qui fait que moi, par exemple, je me suis éloigné des technologies. Intéressant. Et ce qui fait qu'il y a d'autres choses qui surgissent qu'on peut interroger. Et la mycologie, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Et Myriam, toi de ton côté, cette évolution-là des outils que tu utilises, comment tu vis ça? C'est sûr que mon travail les utilise, mais je veux vraiment partir de d'autres choses que tout ce qui est technologie. Quand je travaille sur un projet, je travaille beaucoup avec la nature, l'environnement qui m'entoure. Fait que je peux être des mois sans travailler sur l'ordinateur, des mois. Quand j'ai un break, là, des semaines à travailler sur un projet, ça va me
venir plus dans ma tête. Je vais prendre des marches en forêt, ça va me donner des idées. Je vais peut-être filmer des affaires, là, mais je vais prendre mon téléphone. Je ne vais pas prendre une super bonne caméra, des super bons microphones. J'enregistre ça vraiment comme un peu tout croche. Puis quand j'ai mon idée, ben là, je vais me dire, bon, comment je peux la faire? Fait que souvent, je vais me tourner vers des outils que je connais déjà parce que je suis un peu paresseuse. Toujours, parce qu'à un moment donné, tu veux t'exprimer, puis ici, il faut qu'en plus, tu apprennes un nouvel outil pour faire les idées que tu as. Je trouve ça sert comme... Ben, moi, ça m'intéresse moins. Fait que j'ai utilisé les outils que j'utilise parce que je sais qu'ils vont m'amener à la bonne place. Si je sens qu'ils ne peuvent pas m'amener, ben là, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? OK, il y a tel logiciel que je peux prendre. Ouais, mais je vais y aller tout le temps le plus simple. Ouais. Je ne vais pas apprendre ça pour le fun. Super. Je pense que pour moi, en tout cas, un autre questionnement que j'ai, c'est aussi comment on transcende, en fait, l'aspect gadget, en fait, de la création numérique. On a un petit sourire parce qu'on a effleuré le sujet tantôt. Toi, pour Myriam, ça résonne comment, ça? Oui, ben je pense toujours à ça. C'est de quoi qui est tout le temps là de... oui, le gadget, tu veux pas que ça soit une démonstration d'une technologie, ta performance ou ton show, ta pièce. Fait que je pense que c'est pour ça que je me tiens un peu loin aussi. Je suis au courant de tout ce qui sort, mais je ne vais pas me dire « Hey, ça c'est le fun, ce qui est sorti là, je vais faire de quoi avec ». Je vais le faire peut-être dans mon salon, mais je ne vais pas le montrer à personne. Parce que j'ai peur justement les premiers tests, souvent, tu découvres de quoi. Ah, c'est le fun, mais ça fait un peu de démo, tu sais. Oui. Fait que j'ai toujours peur de ça. Fait que c'est pour ça que peut-être je reste dans des zones plus comme, OK, je veux exprimer quelque chose, j'ai besoin de ça, mais c'est pas ça qui va guider mon expression. Tu vois un peu? Oui, tout à fait. Mais on n'est pas à l'abri de ça, c'est sûr. Thomas, tu as souri tantôt. Pourquoi? Ouais, parce que moi, je trouve aussi que c'est vraiment probablement, si on veut utiliser ces technologies, le défi le plus grand pour que ça ne devienne pas gadget ou justement démonstration technique de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Et moi, je n'ai pas vraiment de recette par rapport à ça. Je pense que... Mais est-ce que ça demeure un souci quand même dans le processus créatif pour toi ou c'est quelque chose que... Ouais. C'est quelque chose qui est beaucoup... Enfin, en tout cas, oui, j'y réfléchis beaucoup quand même, ouais. Et si on parlait, parce que dans le cadre de Flashback, en fait, vous, la collaboration est au centre, en fait, du projet. Et je pense que ça, c'est avec les arts numériques, en fait, ça, c'est quelque chose, ça nous ouvre des portes, en fait, au niveau de la collaboration. On peut parler de collaboration à l'international, aussi à l'intérieur d'équipes. Peut-être, Philippe, est-ce que c'est possible d'aller un peu plus en détail sur c'était quoi cette collaboration entre l'équipe de Flashback, que ce soit sur la production de Sculpt ou autre? Oui, vous parliez de technologie, que ça ne fasse pas justement catalogue d'effets, de choses. Et c'est pour ça que nous, dès le départ, on travaille avec des compositeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils viennent avec leur univers et après, ils voient ce qui est possible de faire. Mais on ne fait pas l'inverse. En fait, c'est plutôt la fonction du compositeur qui crée l'organe. Nous, on a l'organe, on va créer. C'est pas l'inverse. Et beaucoup il y a peut-être des gens qui partent justement de tout ce qui est possible et puis ils imaginent quelque chose. Pour nous, c'est très important d'inviter d'autres créateurs de mondes différents, de venir avec leur univers, leur discours, voilà. Et nous, on propose, vous voyez. Donc, c'est ça un peu notre démarche. Après, c'est sûr que pour moi, c'est peut-être plus simple, puisque je suis celui qui va jouer, donc je suis plus dans l'organique, vraiment. Et, alors que Thomas et Rossi Miguel, ils sont dans la programmation, c'est sûr. Mais je pense aussi qu'il y a, c'est nouveau la nouvelle technologie, on parle des outils de captation et tout ça, mais imaginez, tous les instruments sont passés par là. C'est-à-dire vous n'avez pas eu le piano tout de suite comme vous le voyez aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal. Donc peut-être qu'il y aura une stabilisation de la technologie dans les années futures, mais en tout cas,
c'est normal, je veux dire, c'est juste une évolution, comme un instrument, comme un piano, une trompette, on a évolué, on a changé des choses, il y a des gens qui ont fait des recherches sur les instruments, c'est exactement la même chose pour la nouvelle technologie. Vous avez des téléphones, vous voyez bien comment ils ont évolué, les téléphones il y a même 60 ans, enfin, vous voyez. Mais ça ne remet pas en cause le fait de pouvoir s'appeler, je veux dire. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vivre avec son temps, on développe les technologies, et on sait qu'elles vont être obsolètes dans 2-3 ans, et on essaye de faire des mises à jour pour pouvoir toujours jouer, mais je pense que c'est naturel, c'est comme un instrument. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de souci de se poser. Est-ce qu'on fait... Alors oui, si vous faites des essais et vous montrez tout ce qui est possible sans avoir une démarche artistique, juste pour montrer ce qui est possible, oui, mais alors là, on parle d'autre chose. Là, c'est de la recherche pure et on essaye et voilà. Mais nous, c'est plutôt une dimension musicale et artistique. Excellent. J'aurais une dernière question avant qu'on ouvre pour peut-être des questions de la salle. Qu'est-ce que vous pensez que le futur va nous offrir en termes des arts numériques? Est-ce qu'on s'en va plus loin? Est-ce que notre rôle de créateur, d'instrumentiste plutôt traditionnel va continuer à exister? Est-ce qu'elle va se moduler en fonction de qu'est-ce qui s'en vient? Myriam? C'est vraiment une bonne question, mais c'est drôle parce que j'ai souvent cette réflexion-là que je me dis on parlait de gadgets, tous les outils, on est beaucoup là-dedans en ce moment parce qu'il y a beaucoup de nouveaux outils. Là. Les années 2000, ça a tellement été vite, là, tous les outils numériques. Puis je me dis, on va vraiment être rendu ailleurs, puis plus loin comme artiste quand ce terme-là, art numérique, va faire partie du passé. Oui, on ne parlera plus d'art numérique, ça va juste être comme, OK, ben je fais de l'art, that's it. Parmi d'autres. Ouais. Fait que ça, pour moi, ça va être un truc important. Oui. Et comment le futur? Aucune idée. Pour moi, je pense que peut-être ce qui pourrait être le rôle dans l'art numérique dans le futur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une large majorité de la population qui met vraiment aussi tout l'espoir du futur du monde dans les technologies. Oui. Et je pense que ça pourrait être aussi un devoir à l'art de l'enseigner que c'est peut-être pas le cas. Je pense qu'il faut, bien sûr, on intègre ça à notre vie de tous les jours et aussi à l'art, peut-être ça va s'intégrer aussi sans qu'on se rende compte et un jour c'est là et les outils sont là, on va les utiliser. Mais je pense que c'est bien de rester sur le point de toujours questionner ce que c'est, ce que ça fait avec des choses très très concrètes, comment on est envers le monde tous les jours. Je crois que ça, je me souhaiterais que l'art numérique pourrait faire, je pense. Et Philippe? Moi, je pense, en tant que musicien, je pense que il faut garder le contact de l'instrument et de ressentir les choses, mise en vibration d'un matériau, soit on souffle dans un matériau, soit on frotte des cordes, soit on frappe, vous voyez, et ça restera toujours. L'être humain a besoin de ressentir les choses pour son propre épanouissement et plaisir et bonheur, je veux dire, c'est vraiment important. Et quand on fait vraiment les nouvelles technologies, quand tout est virtuel, c'est vrai qu'on a cette frustration qui est de ne pas ressentir les choses. Alors on peut les ressentir différemment, c'est sûr, mais en tant que musicien, je pense qu'on travaille avec le son, donc la mise en vibration d'un matériau. Et ben, je pense que les nouvelles technologies peut-être permettront ça aussi, d'avoir de quelque chose de concret dans le virtuel. Je ne sais pas comment ça va se développer, mais je pense que jamais on perdra le contact avec l'instrument et le besoin de communiquer avec les gens. Mais voilà. Je l'espère aussi. Donc, maintenant, j'aimerais ouvrir à des questions de la salle. Je vous demanderais de vous identifier premièrement. Et ça peut être des questions, des réflexions autour de ce que vous avez entendu. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer à partir le bal? Merci. Une question.
Oui. Excusez-nous. Hein, Non, ça va, vous avez beaucoup parlé. Giancarlo Paduano, je suis consul ici au consulat de Suisse. Je voulais reprendre ce que Philippe disait sur le virtuel et le concret. Il y a aussi, dans le spectacle que j'ai vu hier, aussi du mouvement, pas que le mouvement des mains, il y a aussi du mouvement du corps. Donc, est-ce que, d'un côté, comment tu ressens ça? Est-ce que c'est important, cette partie que j'appelle danse? Et est-ce que c'est aussi, pour les techniciens, disons, c'est un volet qui t'intéresse, qui pourrait se développer avec des danseurs qui eux-mêmes font la musique au lieu d'aller selon le rythme de la musique? Oui, alors dès le départ, j'ai demandé à toute l'équipe, je leur ai dit que moi j'étais donc percussionniste, que je jouais avec les mains et que en fait l'action principale, l'origine du son allait partir des mains. Évidemment que je me déplace sur scène parce que je ne vais pas rester assis sur une chaise et déclencher ça. Moi-même étant percussionniste, j'ai souvent des setups assez grands, donc je me déplace entre les instruments, donc j'ai besoin aussi de l'espace. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez étrange de devoir bouger. Et donc, oui, évidemment, on a travaillé il y a des danseurs qui sont venus voir le travail, qui m'ont conseillé, des chorégraphes, enfin, oui, tout ça, pour savoir comment se placer. Mais moi, personnellement, j'ai toujours dit, je ne suis pas danseur, je me déplace. C'est comme si vous voyez un musicien se déplacer avec son instrument, c'est la même chose. Disons qu'il y a un sens j'actionne et mon corps se déplace pour actionner et aller vers un autre, vous voyez. Mais en aucun cas, je prends que le déplacement sans les actions de jeu, pour moi en tout cas, en étant un musicien. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Sarah. Sarah du consulat aussi. Je voulais juste savoir comment vous envisagez vos tournées avec les enjeux climatiques et autres que nous avons. Enfin, nous, on a aussi des défis en tant qu'organisateurs, mais vous, en tant qu'artiste, comment intégrez-vous ça ou voyez-vous ça? Oui, l'éco-responsabilité, en fait, lors de tournées. Est-ce que, Myriam? Oui, oui, c'est une grande question parce qu'on a été presque 2 ans sans pouvoir vraiment faire de tournée. Là, ça a tout été annulé. On s'est mis à faire des concerts virtuels, des films-concerts. Puis là, ça reprend. J'ai eu mon premier petit tour il y a quelques semaines. Puis on pense plus à ça de la même façon. En tout cas, pas moi, mais moi-même, mais beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés aussi. J'étais dans des festivals. Puis tout le monde est plus conscient de qu'est-ce que ça fait pour nous, mettons, au Québec, d'aller en Europe, le vol transatlantique, l'impact environnemental que ça a. Il y a un festival auquel j'ai participé, même la directrice artistique, elle a fait venir des artistes, puis elle les a fait participer à plein d'événements. Elle s'est dit, ben, vous n'allez pas venir juste pour un show, vous allez faire une conférence, un workshop, on va faire des activités. Fait on essaie, je pense que ça a changé. Ça ressemble un peu à votre expérience, peut-être! Oui, on dirait que ça nous a... On le savait, mais on dirait qu'on ne peut plus juste faire comme si rien n'était. C'est plus un déplacement, c'est en fait un réseau d'activités autour d'un grand déplacement. Oui, on a eu le temps de réfléchir aussi beaucoup là, comme artiste par rapport à tout ça. Puis la communauté, c'est quelque chose de très important. On a été séparés de cette communauté-là un peu. Je veux dire, le virtuel, ça ne remplace pas du tout les contacts humains, les concerts, tout ça en personne. Fait que de se retrouver aussi, ça fait du bien de passer plus de temps, de peut-être développer. Moi, je travaille beaucoup à développer des collaborations à long terme. Pas juste dire, ben, je viens jouer puis après je m'en vais, mais je viens développer un réseau, je viens rencontrer, je me fais des amis, je vais travailler avec des artistes ici pour vraiment travailler plus à long terme. Ouais. Super. Oui. Pour poursuivre dans cette lancée-là, moi je pense un peu à la manière que la technologie a été poussée par la pandémie, cette façon de travailler avec la communauté. Pour nous, c'était déjà une réflexion avant. On essayait déjà de faire des activités qu'on voit quelque part, mais
c'est encore plus important maintenant. Puis c'est vraiment une façon de dire, OK, il faut faire la tournée du rap, puis faire 3-4 villes. T'es juste épuisé, puis t'as rencontré personne. Puis ça, c'est... Ouais, ça peut... Isabelle Bozzini, pour ceux qui Excusez-moi, ne la connaissent pas. Effectivement, et pour votre quatuor, en fait, la réalité des tournées internationaux est quelque chose qui a été central, en fait, à toute votre évolution. Ben, ça reste une question, puis c'est sûr qu'il faut faire attention à notre planète, bien évidemment, mais en même temps, un musicien doit jouer. Pour jouer, tu ne peux pas jouer juste dans ta ville, donc tu dois te promener. Donc ça va rester quelque chose qui est là, mais après, c'est quoi les autres questionnements? Est-ce que justement, on va arrêter d'avoir plein de courriels qui font plein de pollution aussi? Prendre un avion à la place? Je ne sais pas. Comment on peut diminuer notre impact de différentes manières? Ça va être aussi un questionnement important. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, par rapport à cet enjeu? Non, mais je trouve ça intéressant, Isabelle, qu'on ouvre cette porte-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres expériences qui ressemblent un petit peu à ce que Isabelle décrit? Parce que je sais que ça résonne beaucoup chez moi. Filippo, maybe for you and for La Senale, what is the touring experience like now? Can you repeat that? Yeah. What is the touring experience like now? Like now, yes. For us, we had before the pandemic, of course, collaboration overseas, and during the pandemic, a lot of collaboration was postponed, and some was erased. We had to go in Australia, and so that's one. And we work a lot to do that possible. So. And now for us is a kind of coming here is a kind of restart of the connections. So I agree with what I hear this morning, and it's at the same time very alive, exciting, but also we are changed. The situation changed our inner side, our unconsciousness maybe also, or as a human being and as an artist, of course, I think. Moi, je peux dire. Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, je comprends la considération écologique, tout ça, mais il y a une considération de paix en ce moment qui, je pense, qu'il a besoin que les gens se rencontrent et voyagent avec tout ce qu'on voit en Europe de l'Est. Et on voit ces régimes dictatoriaux où les gens se referment sur eux. Moi, je trouve ça très dangereux de ne plus avoir d'artistes qui voyagent. Alors voilà, donc évidemment, il faut prendre en considération la pollution, carbone, tout ça, mais là, je pense qu'il y a une nécessité des peuples de se rencontrer et d'échanger en vrai, en présentiel, quoi. Parce qu'on remarque que durant cette pandémie, beaucoup de personnes se sont renfermées, ne sortent plus, et ça c'est très très dangereux pour la démocratie. Moi j'ai très peur de ça. Donc je pense que... Alors évidemment c'est très positif de venir et de faire plein de choses, parce que moi, nous on trouve ça vraiment bien, on rencontre des gens. Donc oui, il faut pas aller juste pour un concert, je comprends. Mais il ne faut surtout pas arrêter les déplacements. Pas en ce moment, je pense que c'est important de rencontrer les différentes cultures. Absolument, mais ça aussi, le rôle de l'artiste en termes de porteur un petit peu de sa culture, mais aussi d'un vecteur d'échange entre deux groupes. On peut être le début d'une conversation, en fait. Et c'est ça qui... Bien sûr. Et effectivement, donc de continuer nos tournées, mais de trouver des façons peut-être différentes de les faire. Oui, Cléo. Oui, moi je suis Cléo Palacio-Quintin, hyper flûtiste entre autres et compositrice. Et j'aimerais en fait faire un lien maintenant entre où la discussion est rendue concernant le voyage et la rencontre, mais revenir sur ce qu'il a été dit à plusieurs reprises au départ aussi dans notre art. En fait, je pense que dans toute forme d'art, et surtout encore maintenant dans l'art numérique où on mélange à la fois l'interprète et les outils informatiques qui vont moduler tout ça. Je pense qu'au cœur de tout, finalement, l'essence, c'est le geste.
le geste humain, Philippe en a parlé tout à l'heure, le geste de l'interprète au départ, ou le geste de l'artiste, en fait, je pense en art visuel. Tu regardes une toile, tu sens le geste du crayon sur la toile. Je pense que tout vient de là, en fait, tout vient de l'humain, donc l'art numérique ne va jamais remplacer le geste humain qui est derrière tout art. Et ça va de même aussi pour les rencontres humaines, le lien entre les rencontres, comme on a aujourd'hui, en personne. Le lien humain qui est à la base de ça, il est irremplaçable. La technologie ne va jamais le remplacer. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vous inviterais, on pourrait aller... Oui, Fabrice. Fabrice Marandola, Curmy, Centre international de recherche, musique, médias et technologie. C'est pour ça qu'on dit Curmy. Je ne sais même pas par où commencer, tellement j'avais de questions. Il y en a un des points moi, que je trouve cette pandémie a mis en avant, c'est une sorte de basculement de l'écoute à travers des haut-parleurs. C'est-à-dire que la perception du son, et je le vois aussi en tant que prof, et que l'approche en voyant mes étudiants, de la manière dont ils agissent et interagissent dans leur vie de tous les jours, l'essentiel de l'information qu'ils prennent passe par un filtre qui est le filtre du haut-parleur, et donc qui est passé déjà le fil du micro, qui est passé dans le système, qui ressort. Et donc on est dans des points de vue où même la musique purement acoustique, on a fait beaucoup de concerts virtuels, donc on a fait beaucoup de captations de concerts, donc on a changé déjà la relation au public et la relation à la manière de délivrer un narratif de concert a changé déjà. Donc ça a permis de rejoindre beaucoup plus de gens. Donc on faisait un concert au Québec, à Montréal, et n'importe qui dans le monde pouvait le voir, ça c'est quand même assez fabuleux. Mais moi personnellement, je crois que j'en ai écouté peut-être 1 sur 350, parce que je ne pouvais pas supporter de voir ça à travers un écran, et de l'écouter même avec les meilleurs haut-parleurs ou écouteurs du monde. Ce que dit Philippe, et peut-être qu'on est tous les deux percussionnistes, on a ce rapport au toucher, à l'objet physique qui est extrêmement important, et aussi le rapport à la vibration sonore. Quand on marche sur une grosse caisse, on le sent. On le sent. Mais pour moi, donc, quand on parlait tout à l'heure de l'avenir, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de basculement qui est en train de se faire entre l'apprentissage de la production du son dans un lieu donné, comment est-ce qu'on fait projeter le son d'un instrument dans une acoustique spécifique, et comment est-ce qu'on, à partir de là, on construit une cohérence d'un discours musical qui va toucher les auditeurs. Et j'ai l'impression qu'on perd un peu ça, et qu'on le perd aussi dans l'enseignement, en faisant ces choses qui sont virtuelles, même quel que soit le niveau auquel on arrive de réalité, on perd toujours. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer ici, qui est intéressant. Et l'autre affaire que j'ai envie de dire, c'est qu'on est complètement dans la préhistoire des technologies numériques. C'est que si on regarde la qualité du contrôle d'un geste instrumental, on fait ça pas mal dans le Kermit aussi, on s'aperçoit que la reproductibilité du geste est d'une précision extraordinaire, et qu'il y a des signatures gestuelles qui sont des signatures sonores. Par exemple, ça a été montré sur des joueurs de harpe, où chaque doigt, la manière dont le doigt bouge, crée le son, et que ce son est différent d'un harpiste à l'autre à cause de la trajectoire du doigt. C'est pas grand chose, on est dans presque rien. Mais c'est ça qui crée l'individualité, c'est ça qui crée la signature sonore, et on peut faire un parallèle avec le sport en fait. Mais là, les outils technologiques, on en est très très loin. Donc, par exemple, quand Philippe évoquait les gants, le contrôle qu'on a avec les gants, c'est comme si on jouait avec des moufles sur du piano. On a vraiment, j'exagère, mais c'est presque ça. Et puis tous ceux qui ont fait l'expérience avec des capteurs, de jeu avec des capteurs, on a c'est-à-dire que cette reproductivité-là, on n'y est pas. Donc, ça veut dire que du point de vue des concepteurs, on travaille autrement. Ouais. Mais ça veut dire que du point de vue du geste dont parlait Cléo tout à l'heure, qui est le geste essentiel, qui est la création artistique passe par un geste, en tout cas dans les arts visuels et sonores en général, on n'en est pas encore à ce niveau de compétence-là et de contrôle. Donc pour le moment, on est toujours un peu dans cette
il faut toujours se convaincre qu'on va acheter ce qui se passe sur scène et puis dire que tout ça fonctionne comme un tout. Alors que quand on a un instrumentiste qui joue sur un instrument, on n'a pas besoin de s'en convaincre, parce que l'immédiateté est là. En fait, je voulais en dire là parce que ce que je trouve intéressant aussi, qui est l'autre côté, en fait, peut-être le revers de la médaille, c'est que pour pouvoir être capable de maîtriser ces technologies-là et donc s'exprimer de manière artistique avec ces outils, ça demande un niveau de compétence abstraite extrêmement élevé. Et que donc j'ai l'impression qu'on coupe peut-être une partie de la population de l'accès à l'expression artistique si on ne prend pas garde à développer des outils tactiles ou qui permettent à tout un chacun de jouer. Quand on joue du xylophone, on n'a pas besoin de savoir programmer un ordinateur, ce qui me va très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire la même chose dans le monde virtuel, ça prend des compétences au niveau du discours abstrait qui font que c'est pas tout le monde qui y a accès dans les sociétés occidentales et dans les sociétés occidentales encore plus. Et donc j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux, que l'exploration technologique est très intéressante. C'est aussi pour ça qu'il y a une tendance aux gadgets, parce qu'en fait les gadgets se développent, pourquoi ils fonctionnent, c'est parce qu'ils ont une facilité d'utilisation. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on continue à pousser pendant les 20-30 années prochaines pour arriver à faire cette bascule, à faire évoluer notre instrument un peu plus. Et arriver à ce moment où on pourra plus d'art numérique, on pourra radar, quel que soit l'outil. Ouais. C'est pas vraiment une question, je suis désolé. C'est parfait, on cherchait des réflexions aussi, c'est super. Je vous inviterai à venir nous rejoindre pour des petites bouchées. On peut continuer la discussion entre nous d'une façon un peu plus informelle par la suite. Merci tous de votre présence, merci à nos invités. Je pense que c'est... Sarah, oui. Oui, après, on peut couper par rapport aux bouchées. Oui. Merci beaucoup. Je vous demanderais juste de prendre vos chaises, de les mettre empilées à un endroit pour qu'on ait de l'espace pour pouvoir bouger. Et puis je veux juste présenter encore les deux vins qui vous ont...